Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce bilan de l'année 2024 au niveau de One Piece. Et l'année 2024 a vraiment été une année charnière parce que d'un côté, on a eu la fin de Egghead qui est sûrement... Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais l'un des meilleurs arcs One Piece qu'on ait eu. Et de l'autre côté, on a le début d'Elbaf qui lui, après un départ assez chaotique, il faut bien l'avouer, les derniers chapitres étaient absolument dingues. Donc pour rendre hommage à cette année 2024, j'ai décidé de vous faire un petit top 5 des meilleurs chapitres à mon cœur. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser votre propre top 5. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter. Et ceux qui veulent plus me soutenir, il y a Tipeee qui vous permet d'avoir ce type de vidéo en avance et d'avoir plein d'informations sur les vidéos Il était une fois One Piece que vous aurez aussi en avance. Alors il y a une chose très importante à retenir sur cette année 2024, c'est la santé d'Eiichiro Oda. Il a pris plusieurs pauses, cependant il a réussi presque à maintenir le nombre de chapitres qu'il devait faire cette année. Il faut savoir qu'il y a 48 jumps qui sortent durant une année et normalement Eiichiro Oda il fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il fait 3 chapitres, une pause, 3 chapitres, une pause, 3 chapitres, une pause. Et donc ça donne à peu près 36 chapitres par an et là il en a fait combien malgré sa maladie? Il en a fait 32. Et l'autre chose à retenir, c'est que tous les chapitres ont été placés dans les 3 meilleurs chapitres chaque semaine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le Weekly Shonen Jump, eh bien toutes les semaines, les lecteurs élisent les 3 meilleurs chapitres, ça fait un classement et à partir de là, on sait si une série continue ou pas. Eh bien là, One Piece a été dans les 3 meilleures places à chaque fois. À la 5e place, j'ai choisi le chapitre 1104, Merci Papa, sorti le 22 janvier pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il fait suite au chapitre 1103 qui était absolument dingue avec un cliffhanger de Kuma qui vient sauver in extremis Bonnie, sa fille, des griffes de Saturne. Cependant, ce chapitre 1104 a une saveur particulière. Il faut savoir que Eiichiro Oda a rendu ce chapitre alors qu'il n'était pas totalement terminé. En effet, si on regarde quelques cases, on voit que le trait est brouillon. Et d'ailleurs, ça fait écho à quelque chose qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'à 2023, on ressentait qu'au fur et à mesure du temps, le travail d'Eiichiro Oda devenait de plus en plus brouillon. Et ça, c'était normal parce qu'il avait une fatigue au niveau des yeux et aussi une fatigue générale. Ce qui induit d'ailleurs plus tard une certaine pause d'Eiichiro Oda pour une opération au niveau des yeux. Mais surtout, ce chapitre 1104 a été rendu pas totalement fini au niveau de certaines cases. Et au lieu de jouer en la défaveur de ce chapitre, eh bien ça va renforcer un petit peu la tension qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que là, ça y est, Kuma est arrivé. Il y a une double page absolument dingue où tu as Kuma qui fout une patate de dingue à Saturne. Là par contre, il faut remettre un petit peu dans le contexte. C'est-à-dire qu'avant, on a Saturne qui est arrivé et il est absolument indestructible. Même Luffy en Gear 5 n'arrive pas à le maîtriser. Et là, tu as Kuma qui arrive, qui fout une patate absolument de dingue. Et après, il y a Saturne qui revient et qui se régénère. Là, on a une tension au niveau du personnage qui est absolument dingue. C'est-à-dire qu'il est puissant et en plus, il se régénère hyper vite. Face à cette menace, et comme Kuma maintenant, il est affaibli face aux attaques qu'il avait eues dans le chapitre 1103, eh bien, il y a des Mugiwara qui essayent de défendre Bonnie. On va avoir Franky et on va avoir aussi Sanji. Mais l'autre élément important qui intervient ici, c'est Kizaru. Et avec Kizaru, on va avoir aussi une autre information qui est mise en place. C'est tout simplement un flashback par rapport à Shabondi à travers un tech. Kizaru regarde les Mugiwara intervenir sur Saturne et remarque que les Mugiwara ont bien grandi. Le chapitre se termine avec une double page absolument dingue, c'est-à-dire qu'on a Saturne et Kizaru qui sont juste devant, et là on sent une certaine tension face aux Mugiwara et on se pose une seule et unique question: comment ils vont s'en sortir au niveau de Egghead? À la 4e place, on a le chapitre 1132, Aventure à Elbaf, qui est sorti le 2 décembre 2024. Et ce chapitre, il fait du bien. Pourquoi il fait du bien? Parce que déjà, il vient faire écho à quelque chose que tous les lecteurs qui suivent One Piece depuis le début, c'est voir Elbaf. Ça remonte à 20 ans. Et Eiichiro Oda arrive dans ce chapitre à faire une transposition entre les Mugiwara et le lecteur. Je m'explique. Le chapitre avance vraiment tranquillement, c'est-à-dire qu'on a les Mugiwara qui sont arrivés et on va enfin découvrir Elbaf. On arrive justement avec cet arc-en-ciel qui est toute une sorte de mise en scène pour arriver sur l'île, et Eiichiro Oda, dans ce chapitre, il prend vraiment son temps. L'autre chose aussi qu'il faut bien prendre en compte au niveau de ce chapitre, c'est tout ce qui s'est passé avant. Avant, on a eu plusieurs chapitres sur l'arrivée d'Elbaf, enfin on n'était pas arrivé à Elbaf en tant que tel, les Mugiwara étaient dans un endroit qui ressemblait à des Legos, et on se disait, mais what the fuck, c'est quoi? C'était Elbaf. C'est-à-dire qu'il a joué
sur notre attention, sur notre envie, en montrant autre chose pour que l'aspect final d'Elbaf qu'on va avoir dans ce chapitre soit absolument grandiose. D'ailleurs, il avait mis aussi en place Loki, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ce qui se passe, c'est que on attend Elbaf avec énormément d'impatience. C'est un rêve qu'on a depuis plus de 20 ans. Et Eiichiro Oda, à travers la manière dont il a monté ce chapitre, nous fait arriver d'un seul coup sur une double page absolument dingue où on découvre à travers les yeux des Mugiwara le monde d'Elbaf. En un sens, à travers le style narratif et les dessins d'Eiichiro Oda, nous sommes avec les Mugiwara et nous voyons Elbaf tel que eux les voient. Et pour faire écho en plus à tout ça d'un point de vue émotion, il va mettre deux images, une de Luffy, mais surtout une autre d'Usopp. Et si Usopp pleure, ce n'est pas parce qu'il est triste, mais c'est parce qu'il rêve de quelque chose depuis longtemps et il le voit enfin, tout comme toi et moi qui suivons One Piece depuis si longtemps. Et nous voyons enfin Elbaf que nous avons tant et tant rêvé. À la troisième place, on a le chapitre 110, Apparition divine, qui est sorti le 18 mars. Et ce chapitre est absolument dingue, même s'il est qu'à la troisième place. On va se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque au moment où on lit ce chapitre, ou plutôt quand on reçoit ce chapitre en pleine face. Ce qui se passe, c'est qu'on a une personne que les Mugiwara et même Luffy en guerre 5 n'arrivent pas à gérer, c'est tout simplement Saturne. Et là, dans ce chapitre, on a l'apparition des autres doyens en mode bête, complètement titanesque, complètement démoniaque. Et là, on se fait une seule et unique question. Comment les Mugiwara vont s'en sortir? Alors, on extrapole déjà des futurs combats, des futurs duels qui pourraient y avoir. La manière dont Eiichiro Oda amène ces personnages est complètement dingue et vient même chambouler l'échiquier des forces au niveau de One Piece. Parce que avant, au niveau de One Piece, les mecs qui sont les plus chiants et les plus dangereux, c'est les empereurs. Et là, je me dis dans ma tête que même les empereurs, face aux doyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Là, d'un point de vue puissance, Eiichiro Oda, il a encore fait comme d'habitude. Il a dit, ok, je prends ça, je le balance et on remet quelque chose à la place. L'aspect titanesque, l'aspect démoniaque de ces créatures est absolument folle parce que, encore une fois, ça va à contre-courant de tout ce qu'on a vu au niveau de One Piece. Parce que One Piece, à la base, c'est un manga qui est un petit peu loufoque et cartoonesque. C'est F, le Gear 5. Et là, t'as des créatures complètement folles qui viennent d'arriver. Rien que déjà ça, ce chapitre était complètement fou. Et ben, il nous a encore rajouté quelque chose. C'est tout simplement la fin du combat de Zoro contre Lucci. Alors, il y avait eu un combat déjà avant, au niveau Gear 5, de Luffy contre Lucci, qui étaient tous deux en mode éveillé. Bon, on se doutait bien que Luffy était bien plus fort, mais là, Zoro, comment il finit Lucci, ça me fait mal au cœur pour lui. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait mal au cœur. Ce chapitre 1110 est absolument dingue, et il est qu'à la troisième place. À la deuxième place, et peut-être que j'aurais dû le mettre à la première place, mais on va voir pourquoi tout à l'heure je ne l'ai pas mis à la première place. Donc, à la deuxième place, on a le chapitre 1125, Ce que la mort signifie, sorti le 8 septembre 2024. Ce chapitre est absolument incroyable. Alors, il y a eu un chapitre avant, où on a eu tous les doyens qui se sont fait éjecter à travers un Haki des rois qui date de 800 ans, qui est celui de Joy Boy. Déjà, je sais même pas pourquoi j'ai pas mis ce chapitre dans le top 5, c'est vous dire la folie qu'on a eue au niveau de l'année 2024. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que les doyens qui se sont fait éjecter au niveau de leur téléportation, c'est-à-dire que là, les doyens, à part Saturne, se retrouvent au niveau de Marijoa. Et là, t'as un mec qui arrive, au KLM, c'est Figarland. Et Figarland, il ne fait pas que leur parler, il vient s'asseoir. Et ça, c'est le début du chapitre. Donc là, tu es en train de te dire, ok, il y a un problème. L'autre problème, c'est que Figarland, il annonce qu'il est maintenant un dieu, au même titre que les autres. Et après, on bascule sur Saturne qui est sur le bateau et qui essaye de revenir. Et là, encore une fois, de la part d'Eiichiro Oda, c'est super bien fait. C'est-à-dire qu'il est en train de parler et il y a des vice-amiraux qui sont devant lui. Et d'un simple regard, il arrive à éjecter un vice-amiral. C'est pour vous montrer la puissance. Il n'a rien eu à faire. Il l'a éjecté. Et juste après, il meurt. Saturne, on le déteste pour ce qu'il a fait et ce qu'il pense justement des humains qui ne sont que des insectes. Et la manière dont il va mourir
nous fait avoir un sentiment de peine pour lui. Parce qu'il se fait totalement détruire par Im-sama, qui est à l'autre bout de la planète. Un dieu qui a réussi à contrecarrer les plans et presque annuler la fuite des Mugiwara, se fait totalement tuer comme ça. Et il ne meurt pas d'une crise cardiaque, il fait pas à la Marion Cotillard. Non, il meurt et il devient un simple squelette. D'un point de vue de la puissance que Eiichiro Oda est en train de nous montrer sur Im-sama, je sais pas si je suis le seul à me poser la question, qu'est-ce qui va se passer quand Luffy va voir Im-sama? C'est un truc absolument de fou. Ce chapitre est absolument dingue. C'est-à-dire qu'on a une créature que personne n'a réussi à tuer, qu'on réussit à blesser, mais comme on l'a vu juste avant, il se régénérait tout le temps. Et l'autre, Im-sama, il l'a tué comme ça. Ce chapitre est fou. J'aurais dû le foutre à la première place. Oui, non, j'aurais dû le foutre à la première place. À la première place, le chapitre 1133, j'aimerais que tu me félicites, sorti le 9 décembre. Ce chapitre a vraiment une place particulière. C'est pour ça qu'il est à la première place. Normalement, il aurait dû être à la deuxième. Mais il est encore tellement présent dans mon cœur. Il m'a fait vivre autant d'émotions. Et j'ai pas été le seul, je l'ai vu dans vos commentaires justement, que j'ai voulu lui rendre hommage en lui mettant la première place. Ce qui rend ce chapitre absolument incroyable, c'est le jeu qu'a Eiichiro Oda dans la narration de ce chapitre. Il ne va pas placer tout de suite les retrouvailles. Il va jouer sur les émotions en faisant rire le lecteur, mais avant ça, il va remettre le flashback. Il va rappeler au lecteur toute la tristesse qu'a subie Robin durant sa jeunesse, en montrant même des choses que nous n'étions pas au courant. Le gouvernement mondial a imputé à Robin, à travers un mensonge, la mort de beaucoup de personnes d'Ohara. On se rend compte, à travers le flashback, que Robin a subi la haine de milliers, voire même de millions de personnes, parce que c'est à cause d'elle, à travers les yeux de la marine et les dires de la marine, que des innocents, des familles, des papas, des mamans, des enfants sont morts. Il y a même une case qui est hyper dure où, à un moment, Robin, enfant, veut mourir. Elle veut se jeter de la falaise. Et si elle continue à vivre, et si elle continue à ne pas espérer, mais se rattacher à quelque chose, c'est grâce à un rire qui a été fait par Zoro. Zoro qu'elle pensait mort. Et même à travers Zoro, Eiichiro Oda, quelques chapitres plus tôt, met en place une sorte de crise de Zoro où on se dit dans nos têtes, non, il ne faut pas que Zoro meure juste avant que Robin puisse lui dire au moins adieu, parce qu'il est blessé, il a des blessures suite à ce qui s'est passé au niveau d'Ohara, et peut-être qu'il a réussi à tenir jusqu'à là par sa force d'esprit. C'est comme ça qu'on s'imagine la chose. Sauf que non. En vérité, c'est une mise en scène de Zoro pour faire rire Robin. Au début du chapitre, on a la tristesse. Il se passe des éléments qui nous font rire à travers l'insouciance, peut-être aussi de Zoro. Et ce jeu, au niveau des émotions, Eiichiro Oda adore le faire, c'est pour nous faire après ressentir la joie des retrouvailles et la libération de Robin. Robin qui a plus de 30 ans, mais qui au fond d'elle est encore l'enfant qui vient de quitter Ohara et qui vient de quitter le Buster Call où elle a vu toutes les personnes qu'elle aime mourir. Et c'est en ça que ce chapitre est vraiment important. Après tant d'années, malgré qu'on sache comment Eiichiro Oda fait son œuvre d'un point de vue de la narration, il arrive toujours à venir nous chercher. Il arrive toujours à nous faire ressentir des émotions. Et tant qu'Eiichiro Oda arrivera à nous faire rire et dans un même chapitre nous faire pleurer, ce chapitre méritera tout le temps d'être le premier. Donc voilà pour mon top 5, restez encore un petit peu s'il vous plaît. Je sais pas si ça s'est ressenti au niveau de cette vidéo, mais c'est un tout nouveau format, c'est un nouveau cadrage et j'éprouve énormément de plaisir à faire ce type de vidéo. Il y en a plein d'autres de prévus. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un personnage et on va raconter son histoire avec les petites inspirations, les anecdotes et aussi des fois les petits trucs qui vont pas. Encore une fois, un gros merci du fond du cœur à tous les tipeurs qui m'aident. Si vous voulez m'aider, n'oubliez pas, le lien il est juste là.
Et si vous pouvez pas ou ne voulez pas aller sur Tipeee, il y a aussi une façon de m'aider. C'est tout simplement en s'abonnant, en partageant, en likant et en laissant des commentaires. Cette année 2025, comme j'ai dit dans une vidéo, sera très importante pour One Piece, mais aussi pour moi. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne à partager cette passion. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.